Bonsoir les amis, buenas noches, señores et señoritas. Le live commence à 19 h, donc je vous laisse le temps de vous préparer. Voilà, en direct depuis l'Espagne. Là, je me trouve en ce moment en Andalousie, dans le live qui sera sur la Costa Blanca Nord et Costa Blanca Sud. Donc j'attends qu'il y ait à peu près une vingtaine, trentaine de personnes sur le live pour le commencer. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Je rafraîchis mon écran sur l'ordinateur. Cécile, bonsoir. Voilà. Par contre, toute mon audience, parce que nous sommes quand même déjà 16 000, pas loin, on va atteindre les 16 000 personnes sur le groupe. Ne m'envoyez pas de notifications, de messages, parce que ça risque de perturber le live. Voilà. Donc nous sommes 6. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous attendons d'être à peu près une vingtaine pour commencer le live sur la Costa Blanca, ainsi que mes services d'accompagnement avec présentation des 3 formules. Formule 1, Formule 2, Formule 3. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. D'accord? Bon. Alors ça va être un live préparé simplement sur mon expérience personnelle. Il n'y aura pas de PowerPoint. J'en préparerai pour le prochain qui sera sur l'Andalousie. Voilà. Pour le moment, c'est tout en improvisation sur toutes les stations que je maîtrise assez bien de la Costa Blanca. Alors, nous sommes 7. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous entendez bien, voilà, si vous entendez bien, si le son est parfait. Bonsoir Chris. J'aime bien ce nom, Chris Satanas Fantomas. D'accord. 8, nous sommes 8, 8. Venga, venga, venga. Hay que esperar hasta 15 o 20. Bonsoir Patrick. Bonsoir Estelle. Ah, on entend très bien. Bonsoir, c'est parfait. Bonsoir Chris, GC. Bon, on verra après par la suite. Alors, j'avais mis des recommandations sur le live de ce soir. Donc, ça va être un live sur la Costa Blanca avec présentation de la Costa Blanca du nord au sud. Costa Blanca Nord, on va s'arrêter sur... je vais faire une présentation depuis la Costa Blanca, depuis Denia, jusqu'au dernier village, Pilar de la Horadada, où on se retrouve carrément à la frontière de la province de Murcia, du Mar Menor vers Cartagena. Voilà, j'ai été il y a 3 semaines, au mois de début juin, voilà, j'ai fait 2 signatures. Un sur Denia, une autre sur... Non, 3 signatures. Denia, Javea, ainsi que Guardamar. Voilà, sur la Costa Blanca. Bonsoir Marie. Très bien. Alors, nous sommes 11. Alors, je vous conseille mes recommandations pour le live. J'avais mis ça sur un post. Prenez de quoi prendre des notes. Un cahier, une feuille de papier, un stylo, feutre, ce que vous voulez. Prenez de quoi boire. Un verre d'eau, ce sera préférable. Regardez, j'ai ce qu'il faut. Una botella de Lanjarón, bouteille espagnole, agua mineral. Agua mineral naturelle. En ce moment, je bois un minimum 1,5 litre, voire 2 litres d'eau, parce que je fais beaucoup de visites, beaucoup de marches, donc ça me permet d'être en forme. Bonsoir Williams. Bon, vous pouvez regarder, mais ça va traiter de la Costa Blanca, alors que vous êtes intéressé sur l'Andalousie. Comme je disais tout à l'heure, je vais faire un live spécial Andalousie pour la fin de la première quinzaine de juillet.
Attention, je vais faire l'Andalousie, mais du côté de Costa del Sol, Costa Tropical, Costa del Sol, jusqu'à Tarifa à peu près. Et la semaine d'après, ce sera la Costa de la Luz. Costa de la Luz jusqu'à la frontière portugaise. Voilà. Donc, mes recommandations pour le live. Prenez de quoi prendre des notes. De quoi boire. Parce qu'ici, il fait assez chaud, mais là, je suis sous une terrasse, donc c'est très agréable. Bonsoir David. Regardez ce live dans un coin tranquille, restez concentrés, parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Coupez toutes les distractions, sonneries, notifications, etc. Posez-moi toutes les questions sous le live. Je répondrai tranquillement après le live, donc je ne pourrai pas vous répondre directement. Donc, soyez-en sûrs, je répondrai tranquillement toutes les questions qui seront posées sur le live. Remplissez, ça me permettra de voir aussi, remplissez le formulaire qui est sous le post du live. Voilà, vous verrez, avec vos questions. Pour les personnes qui auront rempli le formulaire, il y aura un super guide qui vous sera envoyé. Voilà. Sachez que toutes les informations que vous y insérez, elles sont privées, c'est-à-dire que je ne les diffuse et je ne les vends à personne, parce que je déteste aussi le spam. Hein. Donc, croyez-moi, vous ne serez pas harcelé par les emails. Voilà. Remplissez le formulaire pour bien recevoir le super guide régional de la Costa Blanca, aussi bien Costa Blanca Nord que Costa Blanca Sud. Il y aura un descriptif de toutes les stations dont on va parler ce soir, avec les points positifs et les points négatifs de chaque station. Pour faire soit l'investissement locatif, soit pour la retraite, soit pour résidence secondaire, soit pour avoir un pied-à-terre. Voilà, donc on va partir depuis Dénia jusqu'à après Torrevieja jusqu'à la frontière de la province de Murcia. Voilà. Je vais vous faire un petit topo de toutes les villes que nous allons parler. Voilà. Et à la suite, pour toutes les personnes qui ont suivi ce live, il y aura un cadeau spécial à la fin. Voilà. Des questions? Ah, nous sommes 19. J'attends encore un peu. Espero un poquito. Bueno. Alors, tac, contrat de service, Alicante. Oui, je suis tombé sur un article qui disait qu'Alicante est la segunda mejor ciudad del mundo para vivir según los expatriés. Bon. Alicante est la deuxième ville mondiale pour y vivre suivant une étude qui a été faite par les expatriés. Bon, elle est souvent en bataille avec Malaga et Valencia. Voilà. Bon, ça c'est un peu de pub. Et je vous enverrai l'article également. Alors, ¿dónde está esto? Ah, voilà. Donc, nous sommes 20. Bon, c'est très bien. Donc, je vais commencer à vous raconter un peu le programme. Ce soir, live du jeudi, oui. Enfin, je suis tranquille, je suis reposé. J'ai consacré toute cet après-midi pour la préparation de ce live, donc j'espère qu'il sera réussi. Voilà, pourquoi? Parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup d'accompagnement. C'est simple, j'ai fait un calcul. J'ai dû faire 7000 km autour de l'Espagne. Costa Dorada, Costa Blanca, Costa Cálida, Palma, cette semaine. Là, je suis reparti, j'étais en Andalousie et là, je suis revenu en Andalousie. Donc, beaucoup d'allées venues. J'ai pris tous les moyens, l'avion, sauf le bateau, le train et la voiture. Voilà. Voiture de location également sur Séville, Jerez, Palma. Bon, là, c'est voiture de location également. Donc, j'étais essentiellement basé sur Palma la semaine dernière. Bon, alors, pour le live, je vous explique un peu le programme. Thématique, la Costa Blanca Nord, toute la Costa Blanca Nord et la Costa Blanca Sud. On va parler des villes telles que Oliva, Les Devezes, c'est un quartier au nord de Dénia. On va parler un petit peu de l'intérieur de Dénia, Benidorm avec la Valle del Jalón. Valle del Jalón, vous avez Pego, vous avez Jalón, il y a Pego, voilà, qui est très éloigné. J'ai eu deux demandes là-dessus aussi.
Ce sont des stations qui sont très bien, mais un peu éloignées de la plage, après l'autoroute. Ensuite, on va parler de Javea, Benitace, la Cumbre del Sol. C'est une montagne qui a été complètement urbanisée, donc avec une superbe vue mer. Vous avez des bungalows, des appartements, ainsi que des villas et piscines privées. On va parler de Morera, Teulada, Benissa, Calpe, Altea, Albir, Alfazepi, Finestra, Benidorm, plus au sud, Villajoyosa, la ville joyeuse, Campello, la playa de San Juan et Alicante. Alicante, vous avez entre la petite plage de San Juan et Alicante, il y a une petite plage qui s'appelle Albuferet, très agréable aussi. Ensuite, on pourra parler aussi quelques minutes sur l'intérieur des terres de cette partie-là de la Costa Blanca Nord, à savoir Alcoy, Guadalest, Villena, et plus au nord, au niveau de Denia, Javea, Benissa, vous avez la Valle del Jalón, qui est très agréable aussi, où là on a un rapport qualité-prix très correct. Là, je vois bien les retraités qui veulent avoir une résidence tranquille, même pour le locatif, c'est intéressant. Vous pouvez avoir des villas à partir de 250, 280 000 euros, chose qui n'est pas le cas du côté de Denia, Javea, Morera. Je reviendrai, je vous en parlerai. Ensuite, on va parler d'Alicante. Alicante étant le chef-lieu de la Costa Blanca, la plus grande ville. Il faut savoir que la Costa Blanca, elle a des atouts, 320 jours de soleil par an, donc c'est une destination très demandée par la clientèle aussi bien francophone qu'européenne, nordique. Vous avez les Allemands, ils sont depuis longtemps. Il y a eu en ce moment beaucoup de Norvégiens également, Norvégiens, Suédois, enfin Scandinaves. Depuis le conflit en Ukraine, beaucoup d'Ukrainiens, mais qui s'installent du côté de... Alors vous avez les deux tendances. Ceux qui ont vraiment de l'argent, pouvoir positif, font du côté de Denia, Javea, Moreira, où ils investissent quand même, ces pauvres Ukrainiens, des maisons de minimum 800 000 à 1 million, 2 millions d'euros. Donc je ne sais pas si vous voyez. Par contre, la clientèle moyenne ukrainienne achète en masse du côté de Torrevieja. Il faut savoir que c'est la station la moins chère de la Costa Blanca. Bon, avec tout ce que ça comporte. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? C'est bien? N'hésitez pas à faire des likes et mettre vos commentaires. Donc nous sommes à 23. Je pensais un peu plus là. Pourtant, j'avais fait un peu de pub. Bon. Sachez que ce live sera également sur ma chaîne YouTube. Donc je vous incite aussi à vous y abonner. Voilà, 24. Donc on va parler d'Alicante, Costa Blanca Sud. L'aéroport qui est connu, c'est Altet, El Altet. Petit village sympa aussi. Vous avez deux plages, la plage de l'Arenal. Et ensuite, on arrive dans Gran Alicante et vous avez la station qui est plus au sud, qui s'appelle Santa Pola. Bon, certains connaissent Santa Pola, Guardamar del Segura. On va parler de Torrevieja, Pilar de la Horadada. Des villes intérieures avec un gros potentiel, Elche, avec la fameuse Palmeraie, superbe ville, au niveau investissement, au niveau vie, c'est la seconde ville après Alicante. Voilà. Ensuite, on va parler des petits villages environnants autour d'Elche, comme si vous allez sur la plage de Guadalajara, phares tels que Dolores, Catral, Novelda, Crevillente, Muchamiel. Voilà, Muchamiel qui se trouve plus du côté d'Alicante, par contre. Elda Novelda, capitale de la chaussure. Donc, si vous voulez acheter des chaussures, celles que vous achetez en France, elles proviennent souvent des usines de Novelda et Elda. Bon, plus au sud, vous avez Orihuela, et là, on commence déjà à s'approcher de Murcia, de la province de Murcia. Par contre, ça fait partie de la Costa Calida. On va en parler 2 minutes simplement. Et avec la Manga del Mar Menor et plus Cartagena qui est plus au sud, avec des villes phares telles que Mazarón et Águila. Voilà, donc un gros programme. Troisième partie, ça c'est bon. Première partie, la Costa Blanca Nord, avec toutes ces villes que je viens de vous citer. La Costa Blanca Sud, avec pas mal de villes aussi. Le point phare très fort sur Alicante. Hein, nous sommes 27 personnes. Et troisième thématique, ça va être mes formules d'accompagnement, mes services. Je vais vous les présenter rapidement.
pour que vous ayez une idée comment je procède et comment je m'organise. Et comment vous pouvez vous organiser aussi. Voilà, donc on commence. Ouais, nous sommes 26, c'est bien. Alors, deux grosses différences. Qui connaît la Costa Blanca? Donc n'hésitez pas à me mettre des messages sous le live. Voilà. Oui, son nickel, oui, je vois. Alors, ben, pour voir un petit peu les personnes qui sont en ce moment. Vous me regardez d'où? D'où êtes-vous? Mettez-moi la ville d'où vous me regardez. Ah, Patrick Camille, oui. Bonjour José-Louis. Kevin, bonjour Kevin. Voilà, une personne que j'ai accompagnée justement, qui a acheté du côté de vers Guadamar. Voilà, un jeune couple. Sincèrement, Chris, je ne connais pas. Oui, la Costa Blanca. Bon, il faut savoir que c'est la côte la plus très connue par le tourisme entre guillemets de masse de Benidorm. Ça a été la ville qui a été construite en verticale. Le maire à l'époque avait fait une grande propagande là-dessus, voilà, sous le régime franquiste. Et il a réussi à développer un peu, c'était la première ville fer de lance. Bon, c'est une ville un peu particulière. Vous avez que des buildings, c'est le Manhattan local. Voilà, c'est une ville de 80 000 habitants en hiver et qui passe à 600 000 en été. C'est énorme. Vous avez que des buildings, il y a un monde de fou sur les deux plages, plage del Poniente et plage de Levante. Voilà. Dont 28 personnes. Très bien. Je vous écoute depuis l'Andalousie, non loin d'Estepona. Ah, très bien. Je suis en face de chez vous. Je suis vers Cadix. Je vous suis du Loiret. C'est pourtant là-bas que nous voulons s'expatrier. Ah, c'est Chris. Maleval, région Rhône-Alpes. Ok. Y a-t-il des Belges? Bon, j'ai vu que j'avais un ancien client, Patrick. Voilà. Qui a acheté sur la Costa Dorada. Très bien. Admeya Demar. Je suis à Chimay. Ah, il y a des Belges. Ah, d'accord. Très bien. Gix, voilà. Très très bien. Belge, oui, nous, oui, Montpellier. Ouais, voilà, c'est là où j'ai fait mes études d'architecture à Montpellier, plan des Quatre Seigneurs. Voilà. Unité pédagogique d'architecture. Oh, ça remonte à loin, hein, dans les années 80. Et après, j'ai fait l'armée. Quartier Faderbe, voilà. Bon, Liège. Ah, Canada, très bien. Il est bien 13 heures chez vous, non? Parce que j'avais dit 19 heures en France, fuseau horaire de Paris, et 13 heures Québec, parce que tout dépend d'où vous regardez au Canada. Hérault, Béziers, ah très bien. J'habitais dans le coin à l'époque, pas loin de Perpignan. Buenos Aires, des Marc et Joël, Marc Tabot, ah très bien. Oui, ok, très bien. Voilà. 13h17, ben voilà, ben ça tombe bien. 13h17 au Canada, il est 19h18 en Andalousie et en France également, fuseau horaire français. Donc c'est très bien. Voilà. Nantes, Marc, oui, d'accord. Guérin Tourbetespe, vous avez fait un premier investissement en Andalousie, somme pour l'instant à Vera. Oui, c'est dans la province d'Almeria, pour visiter d'autres biens. Oui. C'est la ville où on a tourné tous les westerns. Spaghetti avec tabernas. Voilà. La région est très belle, mais à mon avis, elle est très sèche, très aride. Voilà. D'ailleurs, elle s'est prêtée pour les tournages de ces films-là. 13h17. Ah oui, bon, il y a plusieurs Canadiens. Très bien. 31 personnes. Muy bien. Bon, alors, parmi ces 31 personnes, certains connaissent recherche sur Pinar de Campo Verde. Oui, c'est plus la Costa Calida du côté de Murcia. Bon, il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui cherchent du côté de Murcia
Pourquoi? Parce que les tarifs sont intéressants, mais je vous donnerai les avantages et les inconvénients de cette région. Sachant que Murcia, c'est en dessous de la Costa Blanca, ça fait partie de la Costa Calida. À ne pas confondre avec la Costa Blanca. Voilà. L'aéroport, alors, au niveau liaison, autoroute A7, vous avez en Espagne la Autovia, ce qu'on appelle la A7, et la P7, autoroute qui est payante, qui est devenue gratuite maintenant. Donc accès par voiture, depuis la frontière du Pertus jusqu'à Javea Moreira, vous avez 660 km. J'ai fait X fois cette route, donc je la connais par cœur. Sinon, aéroport au nord, Valencia, au sud, Valencia, Manis, et au sud, vous avez Alicante, Altea. Voilà. Alicante, d'ailleurs, très grand aéroport. J'avais fait un post dernièrement où j'avais demandé où j'étais, dans quel type d'aéroport. J'ai eu des réponses un peu disparates. C'était marrant. Mais bon. Gujan-Mestras, un voisin du bassin. Oui, c'est vrai que je me rends assez souvent à Arcachon. Pourquoi? Parce que j'ai encore un pied-à-terre là-bas sur place. Et j'avais des grands bureaux que j'ai vendus sur Mérignac. J'avais une très belle maison au Cap Ferré ainsi qu'Andernos. Voilà. J'ai encore mes filles, une qui est sur Mérignac et la plus grande, Alexandra, qui est sur la Côte d'Azur. Voilà. Grâce. 33, c'est bien. Voilà. Bon, alors, qui connaît la Costa Blanca? Est-ce que vous connaissez la Costa Blanca nord ou la Costa Blanca sud? Mais citez-moi les villes que vous connaissez sur le poste là de la Costa Blanca. Est-ce que vous connaissez? Bon, certaines. À l'époque, quand j'avais eu ma centrale de réservation Kirosimo, c'est simple, j'envoyais dans les années 90, 95, 2000, 2010, non 2005, parce que j'ai arrêté mon activité de location saisonnière en 2005, entre 20 et 25 000 familles sur toute l'Espagne. Voilà. Il faut savoir que la Costa Blanca était la côte phare pour les locations de villas avec piscine privée. C'est dans cette région où on trouve le plus grand nombre de villas avec piscine privée. C'est énorme. Entre Denia, Javea, Moreira, Benissa, Calpe, je vous montrerai une vidéo en aérienne. C'est effarant le nombre de villas avec piscine privée. Pourquoi? Parce que climat favorable, accès rapide par les autoroutes, par l'avion, voilà. Très bien desservi par les grands aéroports européens, avec les aéroports, enfin les liaisons également low cost, Ryanair, EasyJet, Vueling, Volotea, dans des tarifs très intéressants. Et depuis 1 an et demi, j'ai des demandes de Français qui s'expatrient. Avant, c'était la clientèle des retraités pour l'expatriation, justement pour prendre la retraite. Mais maintenant, j'ai des couples jeunes, notamment, j'ai eu un architecte, une entreprise de freelance en digital, web, région parisienne, qui vient de s'acheter une superbe maison sur Javea. Voilà. Voilà, et comme il disait, qualité de vie, dont ils vont faire souvent l'aller-retour. Ils partent au nord de région de Beauvais, je crois. Voilà. Parce qu'il y a des vols aériens à des tarifs réduits. Voilà, nous avons 3 garçons, et ça s'écrit Satana. Bon, je lirai les commentaires par la suite. Hein. Voilà. Donc nous sommes 36 personnes. Bon, j'espère que ce live fera à peu près 50 personnes. Hein. Bon, on verra. Donc Costa Blanca, ouais, vous connaissez, bon, j'ai vu Benissa, Moreira, Calpe, Denia, ouais. Benissa, oui. Alors Benissa, c'est une ville à l'intérieur des terres, mais vous avez la côte, la Benissa Playa, avec de très belles criques. Vous avez Moreira, Teulada, c'est le chef-lieu de ce coin-là, avec Moreira, où il y a un très bon moscatel. Voilà. Par contre,
pour résumer, enfin, ce que je vais faire, c'est pour grande différence entre la Costa Blanca Nord et Costa Blanca Sud. Costa Blanca Nord, tourisme sélectif. Vous avez de très belles villas, tourisme très haut de gamme. Pourquoi? Vous avez des terrains de golf, la côte est très découpée. C'était une côte très authentique. Beaucoup, à l'époque, quand je faisais les locations de vacances, comparais ça un peu à la Corse. Vous avez les pins qui vont jusqu'à la plage. Voilà. Ça, c'est ce que par contre, je reproche qu'ils ils continuent à construire énormément sur cette côte-là. Bon, sur Morera, Binissa, c'est que des villas avec piscine privée. Calpe, on en parlera aussi. C'est une belle station qui vit toute l'année, telle familiale. Vous avez aussi bien des appartements que des villas mitoyennes et des villas avec piscine privée. Sur Calpe, sachant que c'est une ville qui vit toute l'année aussi. Sur la Costa Blanca Nord, donc, les gens qui se rendent sur la Costa Blanca Nord, généralement, entre guillemets, ont un pouvoir d'achat supérieur à ceux qui se rendent sur la Costa Blanca Sud. Costa Blanca Sud, sauf, attention, Alicante et quelques villes comme Elche ou Orihuela ou San Juan, Alicante, où là c'est tourisme haut de gamme également. Toutes les villes telles que plus bas, plus au sud, Santa Pola, Guardamare Segura, Torrevieja, Pilar, c'est tourisme entre guillemets de masse, tourisme de masse. Voilà, depuis la ville la moins chère, où on peut trouver quand même des appartements et des petites maisons mitoyennes assez sympathiques du côté de Torrevieja, mais il faut regarder du côté vers la Mata. Voilà. Bien sûr, le problème qu'il y a, c'est que vous avez des appartements. Bon, c'est la ville où il y a l'offre la plus importante. Je regardais un peu dernièrement, ça fait l'objet d'un post aussi. Torrevieja est la commune d'Espagne, je dis bien d'Espagne, où vous avez beaucoup plus d'étrangers que d'Espagnols, que de locaux. 80% de la population de Torrevieja est constituée de différentes nationalités. Il n'y a que 20% d'Espagnols. Donc, vous allez trouver des Français, des francophones, des Belges, des Suisses, des Anglais, des Nordiques, beaucoup d'Ukrainiens dernièrement, des Marocains qui ont acheté, des Roumains également aussi. Bon, petit inconvénient, tourisme de masse, ça entraîne un peu de la petite délinquance. Voilà. Donc faire attention dans les quartiers que vous allez, si vous choisissez Torrevieja, faites attention. Certains agents immobiliers du groupe vont me sauter au cou parce que, bon, croyez-moi, j'essaye d'être objectif et de vous dire vraiment les points positifs et les points négatifs de chaque village. Donc, Oliva, on va commencer par Oliva. Oliva, c'est la petite station familiale au nord de la Costa Blanca, donc au nord de Denia, clientèle essentiellement espagnole. Vous avez beaucoup de Valencianos qui ont leur résidence secondaire. Alors, il y a la très grande plage de sable fin. Oliva, vous avez des immeubles, des maisons mitoyennes, ce qu'on appelle les casas adosadas, au bungalow. En Espagne, ils appellent ça bungalow. Rien à voir avec les bungalows qu'on trouve dans les campings. Bungalow, ça veut dire c'est des maisons mitoyennes en Espagne. Enfin, ça a deux connotations. Maison mitoyenne ou casa adosada. Après, vous avez le chalet. Chalet, la même chose aussi. Rien à voir avec les chalets de montagne. Chalet, ça veut dire une villa en Espagne. Chalet comme piscine. Voilà. Ensuite, on trouve Denia, la grande ville. Pour moi, la ville phare de la Costa Blanca Nord. Le gros atout, c'est que c'est une station familiale, plage très très longue, magnifique plage de sable fin, Las Marinas, qui fait 10 km de long. Très bon potentiel pour le locatif. Il faut savoir que c'est une station familiale que beaucoup de Français connaissent, les Belges également. Et vous avez la partie nord, Playa del Raco, qui est un peu de pierre, vous avez de la gravette, il y a quelques criques. Sinon, le sud, vous avez la grande plage, comme je disais, Las Marinas. Beaucoup d'édifices de 2-3 étages, donc ils ont essayé de garder une certaine harmonie.
Et le gros atout de Dénia, c'est que vous pouvez prendre le ferry pour aller à Ibiza. Donc vous avez une navette quotidienne qui vous amène à Ibiza et aux îles Baléares, depuis Dénia. Autre atout aussi, vous avez la voie ferrée d'Alicante qui vous amène jusqu'à Dénia. Donc à la limite, vous pouvez acheter une maison ou un appartement sur Dénia et ça vous permettra de voyager jusqu'à Alicante sans prendre votre voiture. Vous pouvez vous y rendre en train. Il y a un petit train qui vous y amène qui est très agréable. Les prix sur Dénia ont flambé en 2 ans de 15 à 18%. C'est la folie. Voilà. J'ai un client justement qui a acheté, bon, il était un peu indécis, il voulait via Joyosa, et il a flashé sur Dénia parce que ça correspond vraiment aux vacances. Très belle résidence aussi, bord de mer, avec piscine commune. D'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va s'y rendre. Bon, il va en profiter pour cet été, essentiellement. Voilà. Donc Dénia, très bien desservi. À l'intérieur de Dénia, vous avez un quartier qui s'appelle Las Devezes. Devezes, c'est au nord de Dénia. C'est une ville aussi qui fait partie de Dénia maintenant, où les tarifs sont moins chers. Et pour cause, parce qu'en hiver, c'est une station qui est morte. Il n'y a pas grand-chose à faire. Sur Dénia, il faut acheter jusqu'à Las Marinas, Bovetes, un complexe qui s'appelle El Palmar, Bovetes, voilà, où ça vit toute l'année. Pourquoi? Parce qu'après, c'est vraiment station balnéaire. Voilà. Et ça ne vivra pas. Dénia, très coté aussi, pourquoi? Parce qu'il y a une très bonne gastronomie, dont des grands chefs, un des grands chefs locaux, Kike d'Acosta, c'est un chef étoilé. Ça, c'est un gage de bon investissement aussi. Toujours investir pour moi dans les stations où la gastronomie est mise en évidence. Pourquoi? Parce que ça draine une clientèle à haut pouvoir d'achat. Et qui dit chef étoilé, la station marchera toute l'année. Et non pas qu'avec le tourisme d'été, tourisme balnéaire. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure on en a parlé de Torrevieja, il n'y a pas de chef étoilé. Désolé. Vous en avez à Moreira, vous en avez à Calpe, vous en avez à Benissa, Javea, mais vous n'avez rien sur Torrevieja. Ensuite, l'intérieur des terres de Dénia, pour ceux qui veulent, disons, avoir des tarifs intéressants pour des villas, il faut se retirer un petit peu. Vous avez une montagne qui s'appelle Pego, Monte Pego. À l'époque, je louais beaucoup de villas. Le gros atout, c'est que vous avez une vue mer très lointaine, certes, mais avec une vue mer. Mais vous êtes tributaire de la voiture. Le rapport qualité-prix est correct et pour cause, parce que vous êtes à 7-8 km, voire 9 km de la plage. Par contre, très bon rendement locatif. Vous avez des villas avec piscine privée dans ce coin-là, 300-350 000 euros. Là, les prix ont beaucoup augmenté. Là où c'est intéressant, vers l'intérieur des terres, c'est Benidoleg, Pego, Pego, bon, on vient d'en parler, Valle del Jalón. Voilà. Alors des villes comme Orba, Jalón, voilà, c'est la vallée du vin également. C'est une partie aussi, il faut du muscat, comme à Teulada. Teulada, c'est la même chose aussi, c'est l'intérieur des terres, rapport qualité-prix très correct, vous pouvez avoir des fincas, c'est-à-dire les maisons agricoles à l'intérieur des terres à des tarifs intéressants. Ensuite, il y a une route qui fait la côte, donc qui fait par exemple Dénia, vous pouvez la prendre sur tout le littoral et vous atterrissez à Javea avec un superbe coin, un mirador. Il y a le Cap Now, voilà. Et ensuite, vous descendez le Cap San Antonio et vous descendez Javea et on arrive à la plage de El Arenal. Voilà. Grande plage de 3 km à peu près. Et la particularité de Javea, c'est que vous avez des plages, une grande plage de sable fin, Playa del Rancón, à côté du port, et vous avez des criques qui sont autour, la Granadella, Covatelles, avec des urbanisations résidentielles. Javea, c'est
une belle station avec, il y a un petit golf, 9 trous, Los Cerezos. Ah oui, je reviens sur Denia. Vous avez deux golfs, golf Oliva Golf, et vous avez un autre golf qui s'appelle la Sella, qui est après la montagne du Mongo. Voilà. Autour, un bon coin aussi à investir, c'est, je reviens sur Denia, la montagne El Mongo et autour de Mongo El Vergel. Voilà, ce côté-là, et le côté de la Sella. Très bien coté. Bonsoir, José Antonio. Bon, donc, je reviens sur Javea. Javea, superbe site. Enfin, en espagnol on dit Javea, mais ça s'écrit en valenciano Javia, X-A-B-I-A. Voilà. Où là vous avez des villas, Javea, quelques-unes sur Denia et Morera, c'est là où on trouve les villas les plus chères. Et ensuite on parlera d'Altea, de la Costa Blanca. Vous avez des villas en ce moment qui sont à la vente entre 2 à 3 millions d'euros. Voilà. Une villa pour acheter sur Morera, Javea, à moins de 350 000 euros, vous n'avez pas grand-chose. Voilà, vous avez une villa mitoyenne, casa adosada, ou par contre de très beaux appartements. Voilà. Ensuite, entre Javea, on sort de Javea, bon, et on va direction comme si on allait vers Morera. Et là, vous allez franchir un petit village qui a beaucoup de charme, c'est Benitachel. Benitachel, petit village d'époque où vous avez de très belles maisons rustiques qui ont été bien agencées. Seul inconvénient, il faut vérifier dans tout ce qui est chalet, Benitachel, tout ce qui est casa rural et chalet, beaucoup de fincas où le permis de construire n'a pas été déposé. Donc, vous risquez d'avoir des problèmes. En ce moment, ils font un recensement par drone de toutes ces maisons-là. Ils sont en train de recouper les fichiers, dont certains ont des surprises. Donc faites attention, si on vous propose des maisons à des bons prix, comme on dit en Espagne, hay lagarto. Il y a des lézards. Voilà. Il y a anguille sous roche. Cuidado. Il n'y a pas de mystère. Hein. Elles ont été construites sur les terrains agricoles, terrains rustiques, et c'est pour ça qu'elles sont pas chères. Les maisons qui sont construites sur le terrain urbain, terrain urbano, là il n'y a pas de problème. Vous avez la sécurité les permis ont été déposés, il y a eu le visa de la mairie, la licencia de obra, la licencia finale, et ainsi de suite, et tout ce qui s'enclenche. Ensuite, dont je parlais entre Javea et Morera, vous avez ce coin-là, Benitachel, vous avez la Cumbre del Sol. Cumbre del Sol, moi j'ai le connu à l'époque, tout est début quand je faisais les locations. Il y a Pueblo del Mar, Pueblo de la Luz. Alors Pueblo de la Luz, la particularité, c'est les appartements, ils ont tous vue mer magnifique. C'est simple, c'est un promontoire qui a une vue à 360 degrés sur la mer Méditerranée. Voilà. J'ai commencé à faire mes premières allocations là-bas, c'était les années 1991. Je louais beaucoup au comité d'entreprise, c'est pour ça que je connais l'Espagne par cœur. Dassault, Cofinoga, enfin tous les grands CE. C'est simple, j'envoyais rien que sur cette région-là à peu près 3000 à 4000 familles chaque année, donc sur la Costa Blanca. Et beaucoup ont fini par acheter. Donc Benitachel, Cumbre del Sol. Cumbre del Sol, rapport qualité-prix, par contre, il faut faire attention. Vous êtes un peu éloigné, il n'y a pas grand-chose, il y a un petit centre commercial avec le tennis, et la plage, vous avez un dénivelé de 25 degrés, enfin c'est énorme, avec une petite crique, Cala del Raco. Par contre, en été, elle est bondée. Voilà. Donc, si vous achetez des maisons vers là-bas, bon, il y a un gros promoteur qui fait beaucoup de publicité, c'est un des premiers, c'est la WAPF, W-A-P-F, j'ai travaillé avec eux, et ils avaient une société qui faisait la location saisonnière, donc à l'époque j'étais très axé sur les locations saisonnières, et c'était l'entreprise Robit qui les représentait, et c'est pour ça que j'ai eu affaire à ces gens-là. Et en ce moment, ils construisent des maisons magnifiques, mais style un peu, c'est une nouvelle tendance, cubique,
avec piscine à débordement, bon, ça plaît à certains, à partir de 800 000 euros jusqu'à 1,5 million d'euros. Il y a une clientèle pour ça, il faut le savoir. Voilà. Par contre, toutes ces villas, peu importe l'endroit où vous êtes à la Cumbre del Sol, vous bénéficiez d'une vue mer à 360 degrés. Je dis bien 360 degrés. Rapport qualité-prix correct. Je préfère à la limite la Cumbre del Sol que Pego par rapport à certains. Parce que j'ai eu des demandes pour Pego. Pego, vous êtes à 8 km de la plage. Alors que là, la Cumbre del Sol, vous êtes à gauche. Au nord, vous êtes sur Javea et au sud, vous êtes à Moreira. Voilà. Là, un petit point positif, un atout que je donne à certains. Voilà. Que d'autres agents immobiliers ne donnent pas. Bon, bien sûr, le problème que vous avez là-bas sur place, c'est que maintenant tout le monde fait des recherches sur Internet, Costa Blanca, et tout le monde vend un peu sa sauce. Les agents immobiliers qui sont sur Pego vont faire la promotion sur Pego, sur Denia, voilà, ainsi de suite. Javea, la même chose. Vous remarquerez que sur Javea Moreira, beaucoup d'entreprises de très haut de gamme, style Hanger Volker, c'est des sociétés, disons, qui font du tourisme de luxe, pour les villas de luxe. Javea, Denia, Moreira, Benissa, Altea et un peu Calpe aussi. Partout où vous verrez Angel Walker, c'est une grosse entreprise allemande, où ils sont implantés, c'est qu'il y a un tourisme très haut de gamme. Et cette agence-là ne figure pas sur Denia. Je ne pense pas. Voilà. Des questions? Voilà. Chris, vous cherchez une maison de 120, 140 mètres carrés avec 3 chambres. Au moins une piscine privée. Oui. Oui, parfois. Alors, je vais essayer d'être exhaustif, de vous dire un petit peu les avantages. Vous pouvez acheter sur des différentes stations. Vous pouvez tomber sur une villa sans piscine, mais avec un potentiel pour faire une piscine privée. Alors, la piscine privée classique, c'est 4 par 8. Voilà, il faut compter entre 20 à 22 000 euros à peu près pour faire une piscine traditionnelle en carrelage. Voilà. Et non pas le linéaire comme en France, sachant que les Espagnols travaillaient très bien le carrelage. Bien sûr, bon, si vous voulez une piscine à débordement et tout, là, les factures vont s'élever. Voilà. Faire attention, si vous achetez une villa sans piscine et vous voulez construire une piscine, il faut faire attention suivant le plan d'urbanisme, le PGU, ou Plan General de l'Urbanismo, digamos, Organisation de l'Urbanismo. Il y a los lindes. Il faut faire attention aux mitoyennetés. Vous devez vous écarter de tant de mètres du voisin, tant de mètres de la façade principale, tant de mètres de la façade arrière, et ainsi de suite. J'ai eu le cas d'une personne qui s'est fait avoir par une agence française, très connue. Voilà. Et oui, sans problème, monsieur, vous allez construire votre piscine. Résultat des courses, ce sont des vendeurs, aucune connaissance au niveau de l'urbanisme, et leur but était d'acheter une maison pour faire de la rentabilité locative. Ils se retrouvent avec une villa sans piscine, où ils ne peuvent pas construire de piscine privée, dont leur investissement, zéro, nada. Par contre, la faute ne sera pas au niveau de l'agence parce que c'est toujours la responsabilité du propriétaire. Et l'agence ne va pas être mise en cause. Voilà. J'ai eu même le cas pour les fameux appartements ou maisons qui sont vendus aussi avec licence touristique. Et souvent, il y a des gros problèmes. Donc, ce sont des agences qui font de la vente, elles font des visites et elles sont rémunérées par le vendeur. Voilà. Payées par le vendeur. Sur la Costa Blanca, rares sont les stations où vous avez des commissionnements par les agents immobiliers, l'acheteur, parce que c'est l'acheteur parfois qui paye la commission, aussi bien les honoraires, c'est-à-dire les honoraires d'agence. Sur la Costa Blanca, c'est toujours le propriétaire vendeur. Donc, le propriétaire vendeur favorisera le vendeur, l'agence, par rapport à l'acheteur. Sachez-le, ça. Voilà. Certains font confiance à certaines agences. Il faut faire attention.
Sur la Costa Blanca, et bon, j'essaye de parler aussi au niveau législatif. Je l'avais mis sur un poste. La fonction d'agent immobilier en Espagne n'est pas enfin, elle est reconnue, mais aucune licence. Toute personne avec un téléphone et avec un local commercial pour ouvrir une officine peut faire de la vente, transaction, achat, vente de biens immobiliers. Il faut le savoir, ça. Voilà. Il n'y a pas, là, comme en France, les lois Hoguet, 1970, réglementation, et généralement, c'est le notaire qui contrôle tout ça. Ce n'est pas le cas en Espagne. Donc, c'est à vous à faire toutes vos vérifications. Aussi bien au niveau juridique, au niveau des dettes fiscales, des dettes de la personne qui a acheté, des contraintes urbanistiques. Faire très attention. Vous achetez un terrain, il y a la maison qui a été construite, la maison n'a pas été déclarée, il n'y a pas eu de permis de construire. Donc, vous payez l'IBI en fonction de la surface du terrain et non pas en fonction de la surface de la maison. Donc, vous avez des personnes qui ont acheté une maison avec ce qu'ils appellent ça una casa de apero, qui au départ c'était un office pour prendre l'apéritif, apero, et ça servait de casotte pour mettre les outils agricoles. Et de là, ils ont construit une première pièce, deuxième pièce, troisième pièce. Et sur des courses, vous avez des fincas. Vous avez des superbes maisons dessus, de 180 mètres à 200 mètres carrés, mais il n'y a pas de permis, il n'y a rien. Donc il faut faire attention. Voilà. Et tout ceci, il faut contrôler l'urbanisme, il faut contrôler le registro et le cadastre. Donc, parfois, il y a des divergences entre ces administrations. Il faut faire attention. Bon, je reviens. Donc, Cumbre del Sol, on arrive à Moreira. On revient sur la ville. Moreira Teulada. Havre de paix. Petit port de plaisance magnifique sur Moreira. Moreira qui fait partie de Teulada. Voilà, il y a quelques appartements. Le centre-ville est très agréable. Beaucoup de Britanniques. Néerlandais également. Suisses. Voilà. Vous avez un petit terrain de golf de 9 trous. Voilà, sur Moreira. Et ensuite, on arrive plus bas, vous avez Benissa. Benissa, ça a été construit par les gros promoteurs allemands à l'époque, donc toute l'architecture avec des maisons, avec des tourelles. Et beaucoup, c'est des parcelles de 600 à 800 mètres carrés sur des villas de 130 à 140 mètres carrés. Et vous avez un escalier extérieur qui arrive à l'étage. Voilà. Ce sont des maisons qui ont 40, 50 ans, qui certaines ont été achetées, sont rénovées. Voilà. Bon. Ça, c'est du côté de Benissa. Vous avez la même chose aussi du côté de Calpe, un quartier que certaines connaissent aussi, Maravilla. Oui, je vois sur les questions. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Pedreguer, Pedreguer, c'est un peu comme Pego. Vous êtes après l'autoroute et la nationale. Donc vous êtes à 8-9 km. Par contre, pour faire de la retraite paisible, c'est là vous êtes en campagne. Là, je travaille avec des constructeurs qui ont pignon sur rue, qui sont très bien sur Pedrego. Voilà, Chris, bon, je vous répondrai ensuite à toutes les questions. Hein, pour nous, oui, en octobre, je serai en Espagne. Voilà. Pedreguel, style assez nordique, et on en voit un peu partout qui émerge. Hein, Kevin, vous pouvez préciser la question? Je ne comprends pas là. Style assez nordique. J'ai un ami qui tient le mont des Oliviers à Pilar de l'Horadada. Oui. Pilar de l'Horadada. Là, on se rapproche, oui, c'est du côté de... vers Elche, Pilar de l'Horadada, vers... c'est après Alicante, ça. Voilà. Bon, je regarde un peu le planning. Là. On est 24, nous étions 30. Voilà, lorsque vous parliez des maisons cubiques, ah oui, les maisons, oui, c'est le style Ibicenco, on appelle ça. Oui, les maisons carrées, quoi. J'appelle ça des boîtes à chaussures, quoi. Mais bon, boîtes à chaussures rafistolées. Bon, par contre, c'est vrai que certaines sont très jolies, avec des grandes baies vitrées aux normes. Voilà, c'est vrai. Ça répond à une certaine clientèle. On voit beaucoup ça sur Ibiza et dans les constructions très modernes. Ensuite, Benissa, oui, Calpe. Alors, Calpe,
station familiale par excellence. Il y avait un petit lac au milieu où il y avait un flamand, une réserve pour les flamands roses. Elle a été réduite à son maximum. Je pense qu'ils sont en train de détruire cette station. Calpe, pourtant de très belles plages. Playa del Poniente, Playa del Levante, le fameux rocher El Peñón d'Ifac. Vous avez sur le fond de Calpe en direction d'Altea, vous avez cette montagne là qui est on traverse, vous avez toute une série de villas avec magnifique vue mer. Par contre, faites attention, si vous achetez par là, manque de pression d'eau. Pourquoi? Imaginez-vous, en plein été, j'ai eu l'occasion, parce que je louais beaucoup de maisons avec piscine, et les clients, les locataires se plaignaient, ils n'avaient pas d'eau à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop le système d'eau n'était pas à la mesure justement de cette consommation, quoi. Vu le nombre de maisons qui se sont construites. Donc, petit bémol, par contre, à choisir quartier Cario Alto, Puerto Blanco, voilà, autour, et la route qui va du côté de Calpe en allant vers Benissa. Tous ces secteurs-là, top. Voilà. Calpe, par contre, ça vit, c'est un peu le tendance, ce sont des villes qui vivent toute l'année, comme Denia. Voilà. Ensuite, on traverse Calpe. Bon, pour ceux qui connaissent Calpe, il y a le fameux Peñón d'Ifac, le rocher qu'on peut escalader. J'y étais dernièrement aussi. Bon, j'ai accompagné 2 familles pour un appartement. Bon, clientèle familiale. Par contre, très bonne rentabilité, ça se loue très bien. Et pas de problème pour avoir les licences là-bas, sur Calpe. Je ferai un petit aparté concernant les licences touristiques aussi sur la Costa Blanca qui commence à être très difficile. Il faut qu'elle réponde à certaines normes au niveau de la région, au niveau municipal, au niveau de la ville, et maintenant au niveau de la communauté des propriétaires. Donc je déconseille d'acheter dans les appartements, plutôt investissez dans une petite villa ou bungalow. Pourquoi? Parce que vous êtes tributaire du syndicat des copropriétaires. Il faut qu'il y ait un accord, leur accord sur la base de 80%. Donc il suffit que quelques personnes ne sont pas d'accord pour que vous fassiez la location saisonnière, vous n'aurez pas votre licence touristique. Voilà, ça c'est un point négatif. Donc, alors que si vous êtes en individuel, piscine ou bungalow, c'est-à-dire villa mitoyenne, il n'y a pas de problème, vous êtes le seul propriétaire. Alors, que pensez-vous d'Aguilas? Oui, là on va plus au sud, c'est la Costa Cálida. Là c'est Murcia. Voilà. Le potentiel pour le crédit immobilier pour les non-résidents en ce moment. Non, voilà, bon, ça c'est là on parle de financement, on ne parle pas des villes. On continue, bon, je reste dans ma lignée. J'avais dit que j'allais faire il est déjà 19h52, vous voyez, on a fait que une partie de la Costa Blanca Nord. Ensuite, on arrive à Calpe. Après, à Calpe, vous avez un petit village qui s'appelle Mascara, Pueblo Mascara. C'est le port privé de Altea. Altea, superbe, avec le fameux rocher, le fameux clocher avec les tuiles bleues. L'inconvénient d'Altea, c'est que les plages, c'est de la gravette. La gravette, c'est des cailloux, enfin, grava, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que vous avez vraiment pas, il n'y a pas vraiment de plage de sable fin. Bon, c'est très important aussi. Par contre, c'est une belle station familiale. Bon, vous avez également Altea Hills, où vous avez des très belles villas qui ont été construites. Voilà. Donc Altea, l'immobilier dans ce secteur-là a bien augmenté également. Ensuite, vous avez les stations, on se rapproche de Benidorm. Albir, Alfaz d'Epi, Finestra, là il y a eu beaucoup de maisons ces derniers temps qui ont été construites en batterie. Toujours pareil, les promoteurs, vous avez, moi je travaille avec certains, bon, les tarifs sont intéressants, donc c'est de la construction à grande échelle, toujours pareil, cubique, 1 m² 2 m², 3 m², 4 m², 5 m², 6 m², 7 m², 8 m², 9 m², 10 m², 11 m², 12 m², 13 m², 14 m², 15 m², 16 m², 17 m², 18 m², 19 m², 20 m², 21 m², 22 m², 23 m², 24 m², 25 m², 26 m², 27 m², 28 m², 29 m², 30 m², 31 m², 32 m², 33 m², 34 m², 35 m², 36 m², 37 m², 38 m², 39 m², 40 m², 41 m², 42 m², 43 m², 44 m², 45 m², 46 m², 47 m², 48 m², 49 m², 50 m², 51 m², 52 m², 53 m², 54 m², 55 m², 56 m², 57 m², 58 m², 59 m², 60
Vous avez des petites villas, 2 chambres, ça tourne autour de 230 240 000 euros. 3 chambres avec 280 000, 300 000 euros. Petit jardin, piscine, 6 par 3. Une salle de bain, bon, très moderne, très design, certes, mais vous allez être en concurrence avec les autres, donc au niveau locatif, ça manque de charme. Et vous êtes assez loin de la plage. Vous êtes à 6-7 km après le parc d'attractions Terra Mythica, que vous voyez sur Benidorm. J'ai été dernièrement là, il s'est construit, écoutez-moi bien, entre Finestra, Albir et Alphas d'Épi, 18 000 logements en l'espace de 2 ans. C'est énorme. Et tout se vend. Donc là, vous avez des agences en France, il y a un réseau qui font que de l'immobilier neuf. Bon, ils recrutent, ils ont fait ça répond à certaines demandes et les gens achètent, mais bon, beaucoup de Belges achètent aussi parce qu'ils aiment bien que ce soit fait. Voilà, ils aiment bien la construction neuve. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est devenu trop béton. Moi, j'ai des conseils, mais bon, pour certaines personnes. Ensuite, on arrive à Benidorm. Benidorm, bon, certaines connaissent, pareil, Playa del Poniente, Playa del Levante. C'est la ville par excellence des buildings. Manhattan, il y a 2 ou 3 immeubles qui ont fait parler d'eux parce qu'il y a Julio Iglesias qui a acheté un super appartement là-bas sur place. Il a payé une certaine somme avec la plus belle vue locale. Mais bon, je lui laisse. C'est particulier. Le centre-ville de Benidorm a son charme par contre. Voilà, ça. Je vous incite à y faire un tour, vous verrez, c'est pas trop mal. Par contre, en été, c'est bondé. Imaginez toute cette population qui habite dans ces appartements qui se déversent sur les plages. Il y a 2 grandes plages, del Poniente et del Levante. Donc, sachez que dans le guide que je vais vous offrir, il y aura des détails avec la population, les zones à privilégier, les zones à non conseiller, ainsi de suite. Donc, ceux qui rempliront le formulaire auront tout ce guide-là. Hein. C'est simple, 3 semaines de travail pour faire ce guide-là. C'est énorme. Ensuite, on arrive, après Benidorm, on arrive à une petite ville qui a gardé son charme à l'époque, avec les fameuses maisons colorées, c'est Villajoyosa. C'est Ville Joyeuse. Là, vous avez une communauté de Français, de Belges. L'immobilier a pris 15% en 2 ans. C'est devenu, c'est devenu terrible, quoi. C'est énorme, oui, comme vous dites. Allez-vous parler d'Estepona? Mais non, on parle de la Costa Blanca. On reste sur Costa Blanca, c'est Lilo. Costa Blanca. La Estepona fait partie de la Costa del Sol, après Malaga. Donc, ça fera l'objet d'un autre live. Ensuite, Villajoyosa, donc, comme je vous l'ai dit, ça a gardé son charme, mais j'ai trouvé personnellement, c'est trop construit. 2 petites plages, simplement. Donc, il faut regarder un peu l'avantage, ce sont des stations balnéaires. Il faut regarder le côté vivant, le côté plage, le côté où on puisse se détendre et qu'il n'y ait pas attroupement, même en plein été. Des villes telles que Denia, je vous conseille vivement, Javea pareil, très grande plage, Moreira, bon là ce sont des stations phares avec beaucoup de criques. Bon là c'est tourisme exclusif. Voilà. Donc Villajoyosa, entre guillemets, à prendre avec des pincettes, ça a son charme aussi, mais les plages sont petites. Donc, concentration, il s'est construit dernièrement, il y a eu de grosses promotions qui ont été faites. Donc il y aura un problème à court terme et à moyen terme. Ensuite, on parle de Campello. Campello, c'est pareil aussi. Beaucoup de Français qui sont installés, il y a une communauté. C'est la ville qui se trouve, il y a une partie, la vieille ville, où vous avez des appartements, des villes avec piscine commune, et il y a un quartier résidentiel qui s'appelle la Coveta 2, Coveta Fuma, voilà exactement. Où là il y a quelques villas haut de gamme. Pourquoi? Parce que vous dominez la mer, mais il y a un petit inconvénient, vous avez le petit train, il y a un train électrique qui passe en dessous.
Bon, le gros atout, c'est qu'on est proche d'Alicante. Voilà. Et vous avez aussi à Campello le lycée français. Important. Voilà. Moi, personnellement, j'aime pas trop. C'est un peu aride, mais tous les goûts sont dans la nature. Pour choisir une station, il faut se déplacer, il faut visiter, il faut y aller aussi bien en été qu'en hiver. Ensuite, on arrive à Playa de San Juan. Là, c'est top. L'Albufereta, Mucha Vista. Ça, c'est le quartier résidentiel par excellence d'Alicante. Voilà. L'intérieur des terres, vous avez, bon, après on va commencer à parler d'Alicante aussi. Vous avez des villes telles que Alcoy, ville touristique Guadalest, bon, ça c'est à visiter, Villena, très joli, Gijona, c'est là où ils font le touron, les Gijona, c'est beaucoup d'amandiers dans ce secteur-là. Et là, vous allez voir également beaucoup de fincas et des petites maisons dans les casas de pueblo, ce qu'on appelle ça, les maisons de village, dans ces hameaux. Voilà. Où les tarifs ne sont pas très chers, et pour cause, parce que c'est les maisons de ville, mais vous êtes un peu à l'intérieur des terres. Voilà. Ensuite, on arrive à Alicante. Alicante, grande métropole. Alors, vous avez la station bon, Alicante avec un superbe port et une petite plage d'El Postiguet. Et vous avez le Nuevo Alicante qu'ils appellent ça, c'est Costa Blanca, c'est-à-dire ils appellent ça le Grand Alicante. Le Grand Alicante, où là ça a été essentiellement vendu à des Espagnols de Madrid qui ont acheté c'est un complexe, c'est assez artificiel pour moi. J'ai été dernièrement là, j'ai pas trouvé ça trop joli, voilà. Alicante, ensuite vous avez Santa Barbara, il y a les quartiers les plus chics, c'est ceux qui sont autour bon, vous aurez un détail sur le guide hein, de tous les quartiers avec une carte représentative de tous les quartiers phares, les quartiers Santa Barbara, le quartier typique que j'adore aussi, c'est en dessous du château de Santa Barbara, voilà, où vous avez des petites maisons en escalier qui sont intégrés au paysage, voilà, magnifiques, mais qui à l'époque ne valaient rien, qui ont pris une valeur extrême, si on peut dire. Voilà. Et ensuite, bon, vous avez tout le quartier dortoir, là où direction vers l'Altette, là je vous déconseille un peu, c'est un peu les défavorisés, c'est-à-dire c'est les quartiers où il y a un peu de délinquance, quoi. Voilà. C'est pour ça que les tarifs sont assez accessibles. Autour d'Alicante, je vous conseille, il y a des villes phares qui sont très bien. Villajoyosa, non pas Villajoyosa, Villafranquesa et San Vicente de Raspe. C'est là où vous avez la grande université, les grandes universités d'Alicante. Très bien au niveau investissement pour les étudiants. Vous pouvez faire de la colocation, et ainsi de suite, et du locatif. Voilà. Là, on commence déjà à parler de la Costa Blanca Sud. Costa Blanca Sud, vous avez Santa Pola, très grande plage de sable fin, avec des immeubles de 2-3 étages. Alors le sable fin, par contre, c'est du sable fin gris, assez, mais qui est assez propre quand même. Vous avez Guardamar de Segura, qui est très bien, très grande plage fin. Drapeau bleu, donc il y a... Tout à fait. Il y a à l'intérieur, vous savez, un petit village où le jeune couple ont acheté aussi. C'est San Fulgencio, avec un gros potentiel aussi. Et la route qui va de Guardamar vers l'intérieur des terres, où on arrive direction Elche, tous ces villages-là, Catral, Dolores, vous trouverez des fincas, mais il faut faire très attention. Beaucoup de ces maisons sont sur des constructions, ce sont des constructions illégales, des terrains, elles ont été construites sur des terrains russes, des terrains agricoles, terreno rustico, donc pas de permis de construire, il faut faire attention, il faut faire toutes les vérifications qui s'imposent. Bon, certaines ont eu, il y a des quartiers où c'est terreno urbano, où là, bon, elles ont un certain prix, vous verrez. Voilà. Pilar de la Horadada, voilà, ça c'est l'intérieur. Et ensuite, on se dirige vers Elche. Elche, deuxième ville phare de la Costa Blanca.
Centre de vie qui vit toute l'année avec beaucoup de parcs. C'est comme Alicante qui a. Bon, Alicante, beaucoup de gens connaissent Castillo Santa Barbara et la fameuse El Paseo, le grand Paseo avec le carrelage en vague. Voilà. Où la fameuse horchata vient de là-bas. Voilà. Donc Elche, seconde ville d'Alicante, très bon rapport qualité-prix. Je vous ai fait une vidéo parce que j'ai un client qui est en train de voir, là, carrément un investisseur qui va carrément acheter un immeuble avec une dizaine d'appartements. Très bonne rentabilité. Voilà. Sachant que chaque appartement, on est en train de négocier entre 70 000 à 80 000 euros. En 2 chambres. Il a un budget de 700 800 000 euros, donc ben, il va acquérir ça pour un immeuble avec 10 logements, quoi. Voilà. C'est quelqu'un, c'est marrant, parce que c'est quelqu'un de la région bordelaise qui vend son petit immeuble de 4 appartements sur les Chartrons, voilà, et il va acheter pratiquement le double, voire même le triple, parce qu'il se fait plaisir, il s'achète aussi une belle finca, dans la région également. Et comme il dit, c'est la folie. Et là, on est en train de faire les chiffrages au niveau des rentabilités locatives et les rentabilités fiscales suite à ces futures locations de cet investissement. Et comme il dit, il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Ça fera l'objet aussi d'un autre guide concernant l'investissement locatif en Espagne pour les véritables investisseurs. Voilà. Donc Elche, deuxième ville, je vous conseille, très agréable, très bien desservie, hôpitaux à 2 pas d'Alicante. Voilà. Ensuite, des petits villages tels que Dolores, Catrals, Crevillente, Elda, Novelda. Il y a de bonnes opportunités aussi. C'est des villes en 3e catégorie, si on peut dire. Par contre, faire attention aussi. Les appartements, là, c'est bon. Vous pouvez investir. Toujours pareil, il faut faire les vérifications d'usage. Là où il faut être très prudent, c'est tout ce qui est chalet rural. Il y a eu énormément de plaintes qui ont été faites. Il y a même eu un gros promoteur belge-français, qui a mis en carafe à peu près plus de 15 000 propriétaires européens. Ça fait la une des journaux. Un gros groupe, bon, ils avaient pignon sur rue. Certains ont payé des acomptes de maisons qui n'ont pas vu la couleur, quoi. Donc faire très attention. Pourquoi? Parce que le foncier dans ce secteur-là n'est pas cher. Donc faut savoir où on investit, quoi. Toujours est-il que la VEFA, ce qu'on appelle nous la VEFA, vente en futur, voie d'achèvement des travaux en France et qui est très réglementée, en Espagne il y a encore des lacunes. Faut faire des vérifications à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on arrive à Santiago de la Ribera, Costa Calida, voilà, avec un côté que j'aime bien, moi, c'est ah oui, j'ai zappé, comme quoi, vous voyez, j'aime pas trop, rapidement Torrevieja. Voilà, au nord d'Elche. Torrevieja, alors, j'ai eu beaucoup de demandes. Si vous voulez acheter bien, si vous voulez acheter pas cher, c'est Torrevieja. Mais allez-y en été, allez-y en hiver et vous verrez. Et imprégnez-vous de l'ambiance locale. Regardez les locaux commerciaux. Les locaux commerciaux. Dutch Bäckerei, frites belges, français, crêperie bretonne. Ouais, c'est international. C'est trop touristique. Il n'y a pratiquement plus de cachet espagnol. Voilà. Donc, tout va bien pour le moment. Est-ce que ça vous convient tout ce que je vous dis là? Oui, j'espère qu'on bouille. Sachez, oui, Aline Morera, coupe de cœur, oui, coup de cœur, c'est vrai. Mais le monnaie aussi, c'est le coup de cœur. Oui, ça va être enregistré sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à y aller. Abonnez-vous. Voilà, j'ai mis comme ultimatum, nous sommes le 29, à la fin du mois, j'espère être à 800 abonnés.
Et à la fin de l'été, début septembre, être à 1000 abonnés et à la fin de l'année prochaine à 10 000 abonnés sur YouTube également. Voilà, super live, ça va? Je vous saoule pas trop? Berck, c'est quoi Berck? Viviane et Gimot. Ah, mais Berck, c'est une ville de Belgique, ça. Ah oui, vous disiez que oui. Super live. Bon, tout ce que je vous raconte là, c'est de l'improvisation technique. Ah oui, là je vois la Marina Ciudad Quesada. Oui, très bien. Marina Ciudad Quesada, je travaille avec 2-3 promoteurs et constructeurs et 2 agents immobiliers très sérieux. Ciudad Quesada, c'est pas loin de Torrevieja, mais ça a une connotation, c'est encore une station très agréable. Je vous la conseille. Je vous la conseille. Par contre, faire très attention parce qu'il y a eu 2 promoteurs à l'époque qui ont fait n'importe quoi, qui ont construit sans avoir les autorisations nécessaires. Donc vous avez des villas ainsi que des villas mitoyennes, il y a ce qu'on appelle beaucoup de casas adosadas, qui n'ont pas de cédula d'habitabilidad. Faire très attention. C'est la cellule. Donc ils sont encore avec des compteurs de chantier, il n'y a pas des compteurs privés. Parce que pour avoir un compteur privé dans la maison, il faut avoir la cédula d'habitabilidad. Voilà. Ce qu'on appelle aussi, bon, ça dépend dans certaines provinces, certificado de primera ocupación, ou segunda occupation. Et quand vous achetez au notaire, toujours, le notaire, une fois sur 2, il ne regarde pas ça. Donc c'est à vous à faire toutes ces vérifications-là. Bon, Orihuela Costa, très bien. Berck ou Torrevieja. Ah oui, d'accord. Oui. Bon, ça plaît. Bon, on en a pour son argent aussi. Hein. Bon, là-bas, vous avez des appartements à Torrevieja à 50 000, 60 000 euros. Voilà. Des bungalows à 80, 90 000 euros. Voilà. Par contre, si vous avez des petits budgets, ben justement, il faut chercher. Il y a un côté qui est très agréable aussi. Bon, vous venez me voir en privé, je vous dirai exactement. Il y a des petits coins qui sont sympathiques où, en ce moment, La Mata, Orihuela Costa, voilà, mais là on se dirige vers Murcia, mais du côté entre Guardamar et autour de Guardamar en allant vers Elche. Il y a 2 ou 3 quartiers qui sont bien. Voilà. Boussotte, oui, là vous parlez de l'intérieur des terres aussi. Boussotte. Alcoy, ça fait partie des villages de l'intérieur de la Costa Blanca. Bon, je répondrai individuellement à chaque commentaire. N'hésitez pas. La Zenia, oui, c'est le quartier résidentiel du nord de Torrevieja, de la Mata. Ça fait partie des bonnes destinations. La Marina, très bien aussi. Mais certains quartiers de la Marina, pas tous, attention. Il faut faire attention. Et le problème aussi, faites attention où vous investissez parce que vous avez... si c'est pour de l'investissement locatif, on est tributaire maintenant de 3 contraintes. Vous avez la contrainte régionale, la contrainte municipale, plus la contrainte de la résidence. Et plus ensuite les normes urbanistiques avec les critères propres à chaque appartement, concernant les surfaces, l'équipement, le confort, ainsi de suite. Et il faut toujours faire intervenir un architecte, obligatoire pour avoir toutes les conformités. Cédule d'habitabilidad. Ceux qui achètent maintenant pour avoir, moi j'ai une demande, hein, mais j'aimerais avoir la licence sous 2 semaines. Non, ils l'auront pas. Il faut compter 4 à 5 mois, 6 mois même pour avoir une licence touristique. Donc vous n'aurez pas la licence touristique pour pouvoir le louer cet été. Voilà. Et les mesures sont en train de devenir draconiennes. Donc faire attention. Évitez les grandes villes en appartement. Bon, si vous y allez pour investir pour vous, pour faire de la location longue durée, location tourisme, location étudiant, bon, il y a des micro-marchés aussi. Et après, il y a une astuce aussi. Il faut connaître un peu la ley de arrendamiento. Et surtout, il faut faire très attention aussi avec la nouvelle loi qui est sortie concernant
la ley de vivienda. Donc pour les zones tendues, ben, c'est comme en France aussi, on favorise aussi ils veulent favoriser les locations longue durée par rapport au court séjour. Voilà, parce que le Airbnb a créé beaucoup de préjudices dans beaucoup de villes. Voilà. Location longue durée, oui, absolument, pas besoin de licence. C'est exact. Mais il faut faire les contrats répondant aux normes classiques. Il faut faire attention. C'est alquiler de larga estancia. Voilà. Et là, on parle de la LAUR, Ley de Arrendamiento Urbano. Voilà. Donc, il faut connaître un peu les spécificités. Pour ceux qui sont investisseurs en France, tout ce que vous connaissez en France, gardez-le pour la France. L'Espagne est un autre pays. Loueur meublé professionnel, loueur non meublé professionnel, SCI, à l'IS, SCI, à l'IR. Je reçois souvent des posts là-dessus, des messages. Est-ce qu'on peut investir avec ma SCI? Non. C'est une société conception française, société civile immobilière. Ça a été fait pour la France, ça reste en France. En Espagne, elle devrait être juridique, elle devrait être transformée, elle devrait avoir une entité juridique visée par un comptable espagnol, un économiste, pas un gestor. Frais d'avocat, frais de comptabilité, structure, monter la filiale, rien qu'un enregistrement pour une SCI, entre 3 000 et 4 000 euros par an. Si vous avez un investissement à moins de 500 000, 600 000 euros, inutile de créer une SCI. Achetez en personne physique, voilà, en personne physique. Voilà, Au niveau locatif, par contre, le gros atout, c'est que en Espagne, bon, je vais parler un peu de ça parce qu'on a commencé à finir un peu. Tiens, on est arrivé à la fin là. Hein. Ensuite, on arrive à la Costa Cálida, Mar Menor, ça fera l'objet de. Là, on parle de Murcia. Cartagena, Mar Menor, voilà. C'est un secteur qui se développe beaucoup aussi, mais ça fera l'objet de notre webinaire à lui tout seul. La région de Murcia, Cálida, Mazarón, Águila, parce que j'ai eu des demandes là-dessus aussi. Beaucoup de complexes avec des petits terrains de golf qui sont à des prix intéressants. La communauté de Murcia, il faut savoir que c'était une des plus pauvres d'Espagne, dont ils ont fait des incitations fiscales. L'ITP, l'impuesto de transmission patrimoniale, est de 6%. Alicante, toute la Costa Blanca, qu'on vient d'énoncer, vous aurez l'ITP, impuesto de transmission patrimoniales, qui sont sur la base de 10% de la valeur où vous allez enregistrer le bien. Faites attention, il y a 3 valeurs en Espagne. Valor de venta, valor de cadastro et valor referencia cadastral. À ne pas confondre, et la valeur d'escritura, il y en a même 4. Et même 5, je dirais, à la valeur d'expertise, el tasador. Quand vous faites un prêt en Espagne, les banques, elles emploient toujours un tasador pour faire une évaluation, une expertise du bien. Voilà, justement, je suis en train de faire l'équivalence aussi, ce qu'ils appellent ça perito industriel, tasador, pour avoir l'équivalence. Donc je serai en mesure de vous dire exactement le bien en fonction du quartier, suivant les données techniques, à combien il est fait, à combien il est évalué, quoi. C'est un document qui permet à la banque de vous faire un prêt sur cette somme-là, et non pas sur la valeur de vente. Sur un bien, par exemple, à 100 000 euros, mais si vous êtes non résident, ils vont vous prêter 60% de cette valeur-là, de la valeur des tassations faites par les organismes de contrôle tels que Quinsa, Aita, il y en a 4 ou 5. Et ils font appel à ce qu'on appelle un perito, voilà, qui vous donne une taxation, il donne ce document à la banque, et un logement, par exemple, qui est à la vente à 100 000 euros, eh bien, ils vont se dire, ben non, on fait passer le tassador, il va l'évaluer à 80 000 au lieu de 100 000. Donc vous allez avoir 60% de 80 000 euros, et non pas 100 000. Donc beaucoup de gens tombent dans le piège. Faites attention, les 3/4 des agences ne vous le diront pas ça. Voilà. Par contre, si vous achetez si vous faites un prêt en France,
il faudra prendre une garantie bancaire française ou des valeurs mobilières ou un bien garanti sur le territoire français. Pourquoi? Parce que les banques françaises ne prendront pas de garantie en Espagne. Il y aura uniquement les garanties, ce qu'on appelle le préstamo hipotecario, fait par les banques espagnoles. La Caixa, la Sabadell, la Banque Inter, la Caja Rurales, X, voilà. Vous pouvez les mettre même en concurrence. Je travaille aussi avec des corredors des bancos, pour ce qu'on appelle ça des courtiers en prêt en Espagne. Donc c'est toujours bien. Si vous avez trois bons bulletins de salaire avec de bons revenus, trois bilans fiscaux pour les entrepreneurs, les sociétés et autres, là je peux être en mesure de vous donner des tuyaux concernant les banques espagnoles qui peuvent vous financer. Voilà. Le gros atout, c'est que les intérêts seront déductibles si vous faites de la location saisonnière ou location à l'année. Vous pouvez tout déduire. Frais de gestion, frais de déplacement, frais de marketing, frais d'assurance, frais de correspondance, enfin. Voilà. Amortissement du bien. Voilà, avec une règle comptable. Les frais d'avocat, les frais de comptable, les frais d'assurance. Sur le résultat, vous paierez 19% si vous êtes dans le marché commun et 24% si vous êtes hors marché commun. Au niveau fiscal, j'ai fait une étude là-dessus aussi, que je pourrais vous envoyer. Voilà. Ça vous convient? Où ça se passe-t-il? Et un prêt en Belgique? Ah non, je ne connais pas trop. Je sais que c'est possible de faire un prêt en Belgique. J'ai eu le cas d'une cliente qui a acheté à Almeida. Elle a fait une partie en cash, en apport personnel, et ensuite elle a demandé un prêt personnel aussi, un prêt immobilier en Belgique. Mais il y a eu sa maison, je pense, qui a été prise en garantie. Voilà. Oui, il faut payer la taxe de non-résident. Oui, ça c'est oui. Attention. Oui, il y a les impôts. Là, on rentre dans la partie fiscale. Je ferai un live spécialement fiscalité immobilière espagnole avec l'IBI, l'INRR, Impuesto Nacional del No Residente, Impuesto de la Renta, l'IRPF, Impuesto de la Renta Persona Física, pour ceux qui sont résidents espagnols, français mais résidents espagnols. Pour ceux qui ne sont pas résidents, attention, impôt de société, Impuesto de Sociedades. Il y a l'équivalent de la SCI, on appelle ça en Espagne, Impuesto de la Sociedad del Patrimonio. Vous voyez? Voilà, je ferai l'objet. Également, je vais peut-être faire un live aussi sur les différentes formes de statuts et d'entreprises à créer là-bas sur place en Espagne. Connaître un peu l'équivalent de l'auto-entrepreneur, autónomo, l'équivalent de la société, la SARL, la SL, Société Limitada, l'équivalent de la SA. Bon, généralement, c'est la autónomo, SL et la micro-entreprise, quoi. Qui sont les plus importantes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai de plus en plus de demandes de personnes qui veulent carrément s'expatrier et ouvrir un commerce en Espagne. Voilà. Concernant les fonds, là aussi, il faut connaître un peu la législation urbanistique et juridique à ce niveau-là, au niveau des baux commerciaux, des baux avec los traspasos, les fonds commerciaux, si vous achetez les murs, si vous n'achetez pas les murs, ainsi de suite. Donc c'est quand même assez spécifique pour les professionnels. Bon, est-ce que ça vous convient tout ça? Ça vous intéresse? Ouais, mais dites-moi, ça nous intéresse, mais quel sujet vous intéresse? Alors, les gens ne doivent pas oublier qu'ils ont à payer la taxe de non-résident par an. Ben oui, mais ça c'est normal. Ils ont à payer l'IBI, l'impôt, l'imposte basura. Voilà. Voilà. Bon, ça fait déjà, attendez, plus d'une heure que nous sommes en ligne. Voilà. 143 commentaires, c'est pas mal. Voilà. Bon, en France, vous avez aussi pas mal de taxes à payer, hein, je suppose. Hein. Voilà, attention aussi, quand vous achetez un étranger, particularité, il y a une somme qu'il faut retenir de 3%. C'est-à-dire que si vous achetez un appartement ou une maison à un étranger, vous devez retenir 3% de la somme. C'est-à-dire vous payez
aux impôts une somme qu'ils devraient payer. Voilà. Donc, ça vous fait c'est quand même important à connaître ça, sachant que beaucoup d'agences ne maîtrisent pas tout ça. Oui, intéressant, en live sur l'ouverture d'un petit commerce. Vous voyez, il n'y a pas de petit commerce, c'est un commerce, tout court. Voilà, donc, les prêts avec les banques espagnoles, oui. Ben, mettez-moi, ben, ça peut faire un sujet. Quel type, la thématique je pourrais développer, à part bien sûr, parler des autres régions espagnoles. Bon, pour le prochain, ça va être sur l'Andalousie, la Costa del Sol, essentiellement. La région de Malaga, la région de la Costa del Sol, la Jarquilla, Malaga, Mijas, Estepona, Fuengirola. Je vais faire tout ça aussi. Voilà. Ensuite, je parlerai de la Costa Brava aussi, qui est très, très demandée, la Catalogne. Voilà. Alors, une petite pause. Voilà, on est arrivé à la... Alors, je vais vous parler de mes services. Est-ce que ça vous intéresse? Chin chin, oui. Es agua. Aguardiente. Bon, ce n'est pas une clara, ce n'est pas una cerveza, ce n'est pas un quinto, voilà. Pas un café con leche, un cortado, lo que sea. Bon, en ce moment, bon, vous avez vu, bon, mes contrats de service et prestations de mes accompagnements. Ben c'est simple, en ce moment, j'ai disponibilité en Formule 1 et 2. Pourquoi? Parce que je fais tout à distance avec mes programmes, dont je regarde un peu le cadastre, le registre, et mes correspondants locaux qui font des recherches pour moi. Voilà. Donc j'ai le pack 1, le pack sécurité, c'est vous-même qui trouvez le bien par les différents sites, Habitat, Clia, Idealista, Photocast, et ainsi de suite. Bon, toujours est-il que si vous prenez le pack 1, moi je vous offre le listing. Je vous remets un listing de sites à consulter type pro, plus un checklist des points à vérifier par vous-même lors des visites et des logements. C'est simple, il y a plus de 80 points à vérifier, que ce soit un appartement ou une maison. Voilà. Rien que ça, c'est une valeur inestimable. Voilà. Et moi, je m'occupe justement, avec ce checklist, je fais les vérifications par rapport à ce que vous avez noté, légal, juridique, fiscal, urbanistique et touristique. Voilà. Dans mes prestations sont compris les honoraires d'avocat. Pourquoi? Parce que lui, l'avocat ne s'occupe, lui, c'est généralement les contrats, ils font tout ce qui est contrat, et il ne s'occupe pas des règles urbanistiques, il le sous-traite tout le temps. Et souvent, ils le négligent et ils induisent les gens en erreur. Ils font appel à un architecte ou un architecte local, ni touristique. Il ne maîtrise pas tout ça. C'est souvent l'architecte qui maîtrise le côté touristique. Donc, l'architecte, pourquoi? Parce que il y a une norme qui dit normes touristiques pour les licences. Il faut des surfaces minimales, des équipements minimaux. Et ça, il n'y a qu'un architecte qui peut le faire. Ce n'est pas le rôle d'un avocat. Un avocat, c'est mal perçu en France, même en Belgique. De suite, je fais faire un avocat. Non, l'avocat, quelque part, c'est un procédurier. Vous faites appel à lui quand il y a un litige. Il va vérifier les contrats, mais concernant l'urbanisme, c'est pas de son domaine. Donc, il peut avoir des notions, certes, mais au niveau urbanistique, non, vous n'êtes à rien. Moi, c'est pour ça que je me heurte souvent à ça. Ah, mais j'ai fait appel à mon avocat qui a tout vérifié. Ah bon? Ah, très bien. Il a vérifié s'il y avait un vide sanitaire, il a vérifié si les canalisations étaient en cuivre, en plomb, s'il y avait de l'amiante de ciment, s'il y avait des fissures, s'il y avait un dégât des eaux, s'il y avait une fosse septique, la fosse septique, si elle n'est pas fissurée, s'il n'y a pas de souci, si c'est un tout à l'égout qui est raccordé, est-ce qu'il y a les dimensions? Dernièrement, j'ai eu le cas avec un client, justement, j'ai repris le dossier, mais comme je dis, malheureusement, vous avez été mal renseigné. Oui, mais mon avocat a tout contrôlé. Je dis oui, mais il n'a pas contrôlé les distances qu'il y avait pour faire la piscine. Résultat de course, le monsieur a acheté une maison sans piscine, où il voulait construire une piscine pour faire du locatif. Eh bien,
tous ces calculs tombent à l'eau. Voilà, tout ça parce qu'elle était mal informée, peut-être mal, voilà, et mal orientée, quoi. Donc, la Formule 1, c'est simple, vous trouvez vous-même le bien, vous effectuez les recherches vous-même, vous visitez vous-même. Et dans ce cas-là, moi, je vérifie tous les points, minutieusement. Je vous aide, bien sûr, à distance. Je vous fais un checklist des points à vérifier. Et je m'occupe, comme je vous ai dit, tout de A à Z. Légal, juridique et fiscal. Voilà. Donc, avec des tarifs intéressants qui commencent à partir de 1500 euros. Voilà. Alors, pour les services de vérification, en ce moment, mes délais sont de 2 à 4 jours, quand je suis en possession des documents. C'est-à-dire qu'ensuite, moi, je me mets en contact avec l'agence à qui j'ai un entretien téléphonique, et je vais dire de suite, je lui demande exactement tous les documents qu'il faut, l'IBI, la nota simple, registro cadastral, cédula, première occupation, seconde occupation, certificat énergético, c'est simple, il y a plusieurs documents techniques que je demande. Voilà. Rien que ça, mes honoraires sont largement couverts. Le temps économisé, parce que sur place, vous allez faire appel à un avocat, d'accord, il va vous prendre entre 1 et 1,5%, mais il ne va pas s'occuper du côté urbanistique. Faites attention, les surfaces hors œuvre, surfaces utiles, superficie construido, superficie utiles, le porche, s'il est introduit, les frais de communauté, les frais de copropriété. Donc beaucoup de points importants à connaître. Les frais de comunidad. Voilà, ça c'est pour la Formule 1, le pack sécurité 1. Ensuite, il y a la Formule pack sécurité 2 VIP, j'appelle ça VIP. C'est la même chose, mais je vous assiste également, dernier contrôle avec signature, accompagnement et vérification avec le notaire et traduction, où je vérifie à nouveau le contrat qui a été fait. Ah oui, dans la première formule également, vérification du contrat de réservation, el contrato de arras. Est-ce que c'est les arras confirmatorio, fiscales, penales? Voilà, il y a plusieurs types de contrats à bien maîtriser. Voilà, et avec toutes les clauses nécessaires, ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre. Avec les délais, vous avez des gens qui perdent leurs acomptes. Pourquoi? Parce que les contrats ont été très mal rédigés. Voilà. La Formule 2, donc, la même chose que la Formule 1, mais je vous assiste, c'est-à-dire accompagnement notaire et vérification au niveau des contrats finaux, compromis de vente et minute le brouillon de l'acte de vente final pour la signature chez le notaire. Et je vérifie également le gasto del registro. J'ai une cliente l'année dernière en Andalousie, rien que ça, elle a économisé 2400 euros. Ouais. J'ai assisté, parce qu'il faut savoir que dans les notaires, vous avez les gestorías. Gestorías, ce sont des bureaux administratifs. Ils sous-traitent la partie gestion. Donc là, les frais étaient de 250-280 euros. Et en discutant, tac, 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 voilà, j'avais un borrador, ce qu'on appelle un borrador, c'est un brouillon. Bueno, escritura, registro, l'ITP, tac, 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 tac. Ce qui va vous donner ce qu'on appelle une provision de fonds, justement pour ensuite le notaire vous rembourse le surplus. Il demande une provision de fonds, ce qu'ils appellent. Bon, justement, mais cette cliente-là, donc je passe avec un officiel, vous avez le notaire et ensuite vous avez les clercs de notaire qui font, comme en France, qui font toute la procédure, qui mettent noir sur blanc, qui contrôlent un peu les identités des personnes, mais au niveau des surfaces, tout ça, il faut pas grand-chose, quoi. Donc c'est à nous à contrôler tout ça, avec tous les certificats à l'appui, cédula de habitabilidad, certificado, avec la nota simple actualizada, et non pas la simple, parce que entre une nota simple qui a été demandée il y a un mois, vous pouvez avoir des surprises. J'ai eu le cas d'une cliente, le gars il a fait un
un crédit, donc, et il y avait un prêt qui n'était pas inscrit sur la note simple. Donc il y avait des dettes. Donc faites attention. Donc compromis de vente, minute de l'acte final. Bon, pour cette cliente justement en Andalousie, bon là j'étais en train de parler de ça, ça devait s'évaluer à 280 euros. Bon, et à un moment donné, je vois le papier, 2250. Je dis, pero, hombre, ¿qué es esto? ¿Dónde? Non, pero, anda, et entre les clercs de notaire, ils discutaient entre eux, mira, este no se le escapa nada. Avec lui, il n'y a rien qui lui échappe. Et oui, il dit, pero, le comprador. Je dis, pero, qu'est-ce que c'est esto? Mais qu'est-ce que c'est ça? Excusez-moi, c'est de l'escroquerie, là, c'est 200, ah, pero no, pero están dispuestos a pagar, pero es así que se hace. Non, esto no es así, tac. Donc, j'ai pu récupérer, voilà, de 2300 et quelques, bon, la personne en question a payé 280 euros. Donc, si je n'avais pas été là, eh ben, elle aurait payé les 2000 euros et quelques. Voilà. Donc, alors, pour la Formule 2, je remets également un listing de sites à consulter, type pro, c'est-à-dire j'ai ma propre source de site. Également aussi avec un checklist de tous les points à vérifier. 80 points. Et je m'occupe également de vérification légale, situation des propriétaires, bien de société, juridique. Ah oui, si le bien, si c'est une personne physique qui l'a, si c'est une société, il faut faire très attention à ça. Juridique, le contrat, propriété, gestion, registre, mairie, fiscal, dette de Libye, gestion fiscale, taxes, urbanistique avec les services, cadastraux, locaux, urbanisme, registro, pour voir les liaisons. Au niveau touristique, attention, pour la conformité des licences, il y a un pourcentage supplémentaire. Pourquoi? Parce que ça demande énormément de recherche. Là, je prends 1,5% en plus. C'est les tarifs classiques qui se font là-bas. Et ensuite, accompagnement en présence du notaire et registre local. Voilà, je vérifie à nouveau les contrats, comme je vous ai dit, minute de l'acte de vente, et ainsi de suite. Voilà, alors là, la même chose aussi pour ces vérifications et contrôles. Mes délais sont de 2 à 4 jours quand je suis en possession de tous ces documents. Donc le plus souvent, mes honoraires sont largement économisés pour les recherches, pour l'accompagnement que je vous assure, et pour être tranquille dans votre achat. Pour pas dire « aïe ». Alors, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens achètent. Tout se passe bien, il n'y a rien. Mais le problème, au bout de 6 mois, 1 an, ils reçoivent des rappels de Hacienda, Suma. La finca ha sido no valorada al precio normal. Et là, quelque part, ils reçoivent des rappels d'impôts qui n'ont pas été payés. Et croyez-moi, il y a de drôles de surprises. J'ai repris 2 clients. C'est simple, un qui est dans la région de Calaronda, du côté de Mijas. Ben, il a un redressement, enfin un surplus à payer de 80 000 euros pour une propriété qu'il a achetée, une belle villa, qui est évaluée à 1 million d'euros. Ben, il a déclaré à 360 000 euros. Ben, le fisc espagnol, 700 000 multiplié par 10%, voilà, avec los gastos de demora et tout, de 70 000 euros, c'est passé à 80 000 euros. On est en train de négocier tout ça parce qu'il est passé par une agence française, voilà, qui est basée sur Valence, qui a monté une antenne sur Malaga, pour ne pas la citer. Alors, je ne veux pas citer de nom, mais bon. Et je m'aperçois qu'il y a des grosses erreurs qui sont faites dans la personne. Ah, et elle a acheté il y a 6 mois. Et cette nouvelle loi, la Ley Referencia Cadastral, elle est sortie en janvier 2022. Donc il faut faire très attention. Sur le guide fiscaux que je vous envoie à tout le monde, certains le lisent rapidement. Très important cette clause. Bien vérifier cette valeur, el valor cadastral réel. Certains ont des surprises. Ensuite, bon, pour ceux qui ne veulent avoir un pack vraiment top, c'est le pack 3 VIP, où c'est l'accompagnement complet zen, c'est-à-dire je m'occupe de tout, de A à Z, je fais les recherches,
je fais les visites, je fais une présélection. Il faut savoir que quand je visite, quand je fais une recherche pour un client, je regarde à peu près, je visite à peu près par Internet, avec tous les réseaux que j'ai, je fais une sélection de 50 à 60 biens. Sur place, je fais à peu près 60 rendez-vous, entre 50 à 60 rendez-vous. Des 50 à 60 rendez-vous, j'en sélectionne une dizaine. Donc, regardez le nombre, le travail que ça demande. Carrément, entre 8 jours à 10 jours sur place. Et j'y vais une fois ou deux fois. Donc, et c'est pour ça aussi, viennent s'égreffer aussi dans la Formule 2 et la Formule 3 des frais de déplacement qui sont en fonction de différentes régions. Voilà. Donc c'est un investissement énorme, j'y consacre. Bon. Par contre, je vais augmenter mes tarifs je suis au même tarif, même moins cher que certains où ils font aucune vérification. De certaines agences, il y a une personne du groupe, là, ou deux personnes qui m'ont dit « Ah, mais qu'est-ce qui vous différencie par rapport aux autres agences qui sont bien implantées, parce que vous faites tous le même job. » Oui, mais la différence, eux, ce sont des chasseurs de biens, donc ils recherchent le bien, mais ils ne font aucune vérification, ils sous-traitent tout. Donc ils font appel aux avocats, ils font appel, certains, à des architectes, et après il y a des surprises. Et je suis au même tarif, voire même moins cher que certains. Donc, ma qualité quand même, je pense que ma prestation a une certaine valeur. C'est ce que j'appelle, moi, c'est un accompagnement zen, avec un accompagnement justement pour ne pas décevoir les personnes. Voilà. Voilà. Est-ce que... Bon, dans la plupart, si vous avez besoin, bon, vous remplissez le formulaire sous le live. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, le cadeau, ce sera pour ceux qui sont restés juste à la fin du live, une consultation téléphonique gratuite, un audit de 30 minutes, voilà, où je vous expliquerai tout de A à Z. Voilà, donc il faudra laisser vos coordonnées, votre numéro de téléphone, le jour où je pourrai vous appeler tranquillement, et on pourra faire ça tranquillement. Et ces personnes-là passeront en priorité par rapport aux autres. Voilà, pour toutes celles qui sont restées sur le live. Sauf celles qui ont eu des excuses, qui l'ont signalé sur le live. Donc, premier cadeau, le guide complet de la Costa Blanca. Et deuxième cadeau, consultation gratuite de 30 minutes, c'est-à-dire je fais un audit un peu de votre recherche, et si c'est pour l'investissement, si c'est pour une expatriation, si c'est pour... voilà, et avec les points positifs et négatifs de chaque ville et de chaque région qui vous intéresse. Voilà. Dans le guide, bon, certaines personnes sont peut-être intéressées pour pas simplement la Costa Blanca, sur la Costa del Sol ou Costa Brava. J'ai fait une petite rubrique aussi, n'hésitez pas à le mettre également. Voilà. Sur ce, alors, attendez. Voilà, il est 20h42. Voilà. Est-ce que ça vous a plu? Costa Valida, por favor. Oui, ça c'est la Costa Cálida. Santé, l'Espagne, c'est vraiment après la Catalogne. Oui, oui, au plus haut point tes services. Ah oui, d'accord. Tip top. Voilà. Bon, le prochain live que je ferai sur l'Andalousie, il y aura des PowerPoint, il y aura des slides, il y aura des visuels, comme ça vous aurez... ça me permettra aussi de voir... ça me permettra d'avoir une trame et de suivre vraiment pour pas que ça parte dans tous les sens. Là, j'ai essayé d'être clair, concis, sachant qu'il y a beaucoup de choses. Il y a énormément. Bon, l'Espagne, comme je disais, bon, mon parcours, vous l'avez peut-être connu, pour certains. J'ai la double nationalité, française, espagnole. Alors, attendez, voilà, presento, voilà.
Attendez, señorita. Voilà, je suis né au Maroc, parle en espagnol, je possède la double nationalité espagnole et j'ai même fait mon armée en France, pour vous dire, en Seine-Maritime, quartier Faderbe, en la classe 90, dans octobre 90. Voilà, justement au moment où je finissais mes études d'archi à Montpellier. Je suis papa de 2 filles, Alexandra et Lorraine, et fratrie de 6 enfants, dont 4 frères et sœurs. Donc j'habite pour le moment sur la Costa Dorada. J'ai un point de chute sur le bassin d'Arcachon. Et là, je vous donne un scoop. Là, je viens d'acheter une autre maison en Andalousie. Voilà, où je me sens très bien aussi. Voilà. Alors, diplômé en architecture et économie de la construction. Donc, je maîtrise tout ce qui est corps d'État. Économie de la construction, c'est ce qu'on appelle en France maîtreur. Et en Espagne, ils appellent ça aparejador. Donc, maîtrise au total de l'étude de prix, conduite des travaux. J'ai démarré ma carrière dans les bureaux d'études d'architecture en France ainsi qu'en Espagne, auprès de promoteurs et constructeurs espagnols. Donc après, j'ai eu une compétence en marketing touristique en Espagne. J'ai fait une formation ce qu'on appelle l'ESADE, École supérieure d'administration de empresa, à Barcelone. Donc après, parcours classique, direction commerciale, groupe de bâtiments espagnol, Foncasa, bon, j'ai travaillé sur beaucoup de promoteurs espagnols, la SACIR, voilà. Ensuite, j'ai créé mon entreprise en France dans la gestion touristique, location saisonnière sur toutes les régions d'Espagne. C'est pour ça que je la connais par cœur. Hein. Pendant plus d'une vingtaine d'années, référencée à l'Office du tourisme national d'Espagne. La centrale de réservation existe toujours. Elle s'appelle Kirosimo, elle porte mon nom. Bon, là, c'est un petit problème personnel. Bon, c'est une entreprise que j'avais créée avec mon ex-épouse qui m'a fait, bon, ça arrive. Je l'ai cédé à un groupe en 2005, voilà, et en 2005, je me suis retrouvé une entreprise que j'avais créée sans rien. Je vous dis bien, sans rien. J'avais 25 salariés, voilà, équipe de vingtaine de collaborateurs, on était même passé à 25, administrateurs, conseillers, ventes, informaticiens. C'est simple, plus de 20 000 familles partaient avec nous, profitaient des vacances en Espagne. On était référencés dans les plus gros comités d'entreprise. Vacances pour tous, la FO, la Caisse des dépôts et consignations, CGE, IBM, Sogerma, Société Générale, BNP, voilà. J'ai également participé à cette époque-là à des événements grand public, émissions TV groupe W9 pour les locations de villas de prestige. Alors, moi je ne m'étais pas mis en avant, mais c'est moi qui ai là. Vous avez peut-être pu connaître avec le Loft. J'avais été contacté par eux pour, à l'époque, c'était le Loft, et ensuite il y a eu les téléréalités style les Marseillais, les Centres du Monde, des trucs comme ça. Donc je leur louais sur Ibiza, Marbella, toutes les belles villas que vous regardez sur la télé W9, c'était moi qui leur proposais. Voilà. Ensuite, j'ai eu cet incident de parcours quand j'ai perdu ma société. Je suis parti aux États-Unis et c'est là que j'ai vu qu'il y avait énormément un potentiel concernant tout ce qui était digital et autres. Et je suis revenu et j'ai pris en tête et j'ai créé le premier centre espace de coworking en Gironde. En espace de travail collaboratif. En 2000, je l'ai créé en 2012-2018, qui s'appelait Aki Work Center. Voilà. Suite à un déplacement en Californie en 2010. Voilà. Et ensuite, j'avais recréé, suite à revenir à mes premiers amours, développer mon expertise en accompagnement achat immobilier en Espagne. Et depuis, j'ai créé Akivilla pour la gestion locative. Voilà, parce que je m'occupe de louer les appartements et les villas des personnes à qui j'accompagne pour leur achat. Et la société actuelle, c'est Aki Immobilier Espagne. Voilà. Voilà, donc je suis titulaire de la carte professionnelle de transaction immobilière, cursus marketing touristique, l'ESADE, mon diplôme d'architecte en Espagne, Colegio del Arquitecto d'Alicante, avec 2 années d'études sur place et une formation supplémentaire d'expert immobilier type perito immobiliario tasador, l'équivalent d'expert judiciaire en France. Ce qui me permet d'avoir la compétence, d'avoir la double culture et double compétence technique. Linguistique, je parle couramment l'espagnol, l'anglais, bon, un peu moins bien. J'ai des notions d'allemand, le catalan, je comprends parfaitement, et bien sûr le français. Voilà. Et expert immobilier en Espagne et perito judicial, arquitecto, colegiado, aparejador, architecte technique. Voilà, donc cette activité me remplit pleinement. Voilà.
elle donne du sens à ma vie. Et j'aime partager maintenant, j'aime partager mes connaissances. Et je peux pratiquer un métier de cœur qui impacte beaucoup de monde. Et parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de Français qui veulent revivre une deuxième vie sur l'Espagne, et j'essaye d'être un peu leur phare, leur témoin, justement pour qu'ils puissent bien investir et bien vivre à tout niveau-là. Et c'est simple, la plupart des personnes que j'accompagne deviennent mes amis. Voilà. Avec ça, je vous dis tout. Donc, je les vois vraiment, quand je vois leurs yeux, illuminés. Enfin, ils s'imaginent pas comment ça se passe. Ça se passe bien, quoi. Oui, voilà. Voilà. Donc, le rêve, il faut l'exaucer, que ça se réalise et que ça puisse vraiment, que ça se passe bien, que ce soit un achat serein, tranquille et qu'il n'y ait pas de soucis et pas de surprise après. Voilà, merci. Alors oui, j'ai remarqué aussi que j'ai eu dans les posts des personnes qui sont un peu découragées, des personnes qui manquent un peu de motivation. Et j'aime bien tout ce qui est développement personnel aussi. Donc j'ai repris une formation que j'avais prise par un des marketeurs que j'aime bien, enfin très fort dans le développement personnel, Monsieur Martin Latulippe, un Canadien, très humain aussi, et où il apporte de la bienveillance, de la générosité. Je donne, vous avez pu le voir dans mes groupes, je donne énormément. Je donne sans regarder. Bon, j'aime bien, voilà, parce que j'en ai marre de voir autant de francophones se faire avoir en Espagne. Voilà. Attention, je rectifie, les Espagnols ne sont pas des roublards, mais je dirais même ce sont les plus sérieux. Voilà. Par contre, avec l'incompréhension en langue, c'est là où il y a le problème. Donc parfois, il y a une quiproquo. Et malheureusement, les gens français qui achètent en ce moment se font avoir par leur propre homologue, dont les Français. Notamment tous ces réseaux de mandataires, je le dis bien, connus énormément en France, à la différence qu'en France, ils sont chapeautés par le notaire qui contrôle tout. En Espagne, ce n'est pas le cas. Ce sont des bons vendeurs, ils ne reçoivent aucune formation. Et en vois-tu, en voilà. Voilà. Donc, faire très attention. Et quand je vois des personnes désespérées qui surveillent, qui regardent les sites, mais tout ce que je vois, c'est hors de prix. Non, il faut savoir chercher, il faut savoir, voilà, il faut connaître un peu son marché, connaître les régions, connaître les points forts de chaque région, de chaque station. S'il y a un prix, s'il y a un prix cassé, c'est qu'il y a une raison à ça. Il faut faire très attention. Ça cache souvent un loup. Voilà. Donc ne pas hésiter à se déplacer, à visiter sur place, à prendre des amis qui visitent pour vous. Là, j'ai le cas d'une dame en ce moment. Bon, elle a un petit budget. Enfin, elle a un petit budget. Budget bon, de 80 000 euros. Voilà, parce que j'ai eu la réflexion aussi, ah mais vous travaillez que pour les riches. Non. J'ai accompagné des clients pour des budgets à 50 000, 80 000, 60 000. Voilà, bon, c'est vrai que la moyenne c'est 180 000, 250 000. J'ai quelques exceptions entre 500 à 600 000. Et j'ai un superbe, enfin, de plus en plus d'investisseurs avec du gros patrimoine, bon, qui sont en train de se débarrasser de leur patrimoine français pour l'investir en Espagne. Oui, mais je considère que chaque personne a son potentiel, a son rêve à avoir également. Donc, j'essaierai d'assouvir les rêves de tout le monde. Voilà. Le tout, c'est de prendre le temps de chacun. Par contre, je ne peux pas faire de miracle. Quand on me demande de trouver une villa, bord de mer, piscine, vue mer, à 80 000 euros, 100 000 euros, non. Il faut être réaliste. Le bord de mer a un prix, que ce soit en Espagne, en France, en Italie ou autre, donc c'est la même chose en Espagne. L'immobilier est encore accessible en Espagne. Ça, il faut le savoir. Voilà, ben, je vous remercie. Je suis très content quand même qu'on ait pu arriver à 30 personnes jusqu'à la fin. Voilà. Le live va être enregistré. Donc, n'hésitez pas à Petit Moscatel Oscuro. Bienvenue à Chipiona.
Très bien. Voilà. Bon, ben la personne qui m'inscrit, oui, oui, ben j'ai acheté pas très loin de Chipiona. Voilà. Pour ceux qui. Voilà, arnaque. Vous avez raison, il faut faire attention. Oui, ouais, il y a les petites arnaques et les grosses arnaques. Bon, il faut faire attention. Hay que tener cuidado. Voilà, c'est tout. Et comme tout, ouais, il faut être professionnel. Moi, je sais que j'ai une bonne voiture aussi, mais je laisse pas. Bon, c'est une marque de prestige. Bon, je sélectionne des garages, j'essaye d'avoir de bons professionnels compétents. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas ma partie, donc j'essaye pas de bricoler. C'est une sécurité dont j'ai une famille à transporter, donc je fais attention. Et c'est pareil pour l'immobilier. Pour certains, c'est les économies de toute une vie. Vous allez économiser, donc faites attention, ne vous faites pas avoir. Voilà. Cuidado, cuidado, cuidado. Voilà. Moi, je dirais, en Espagne, la valeur d'un bien, c'est, comme les Américains, localisation locale, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et moi, je dirais, un autre concept aussi, les 3 C, la règle de los 3 C. Cuidado, cuidado, cuidado. Ça veut dire attention, attention, attention. Mais, on dit également, une autre expression espagnole, la 3B, bueno, bonito y barato. Bon, bien et pas cher. Mais le pas cher peut revenir cher. Attention. Voilà, sur ce, la joie est en tout. Je finirai par une prose de Confucius. La joie est en tout, la beauté aussi. Il faut savoir les extraire. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne nuit, une bonne soirée, 20h55. Donc, c'est un live qui a duré 2 heures. Je vous remercie entièrement. À bientôt. Hasta pronto. Merci pour votre fidélité.